Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à CSP Time numéro 19. CSP Time, nouvelle formule, vous le savez maintenant, avec un carton diffusé par jour. Au sommaire de ce nouveau numéro de CSP Time, nous reviendrons sur la défaite du Limoges CSP au Portel. Nous aurons l'interview de notre invité, Jonathan Roussel. Le débat portera sur le cas Samardo Samuels et le retour sur le premier match d'Eurocup face au CD Vitesse Zagreb qui aura lieu mercredi soir. Sans oublier bien sûr les tops et les flops. En toute fin d'émission, notre invité est Jonathan Roussel, le nouveau capitaine du Limoges CSP. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation, Jonathan. Merci à vous. Pour nous accompagner également les spécialistes basket du Populaire du Centre, Kevin Cao et Mathieu Marôme. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Et on commence tout de suite évidemment avec cette défaite au Portel, cette nouvelle défaite en Jeep Elite, la deuxième défaite consécutive pour les Limoges CSP, défaite 90-81. Jonathan, première question, quel est votre sentiment là aujourd'hui? Est-ce que c'est de la déception, de la frustration, de la colère? Là, la pression est redescendue, donc forcément moins déçu que samedi soir. Mais samedi soir, c'était frustrant parce qu'on a eu le sentiment de ne pas forcément apprendre de nos erreurs et de répéter les mêmes bêtises. Donc c'est en ça que c'est frustrant plutôt que le résultat, parce qu'on est sur un match de début de saison, donc forcément on veut le gagner. Mais on sait qu'on n'est pas forcément prêt. Mais le problème, c'est qu'on fait des erreurs qu'on répète. Voilà. Au niveau des erreurs qu'on répète, on l'a vu, Mathieu, le début de match encore, un début de match qui n'est pas dans le bon. Oui, Jonathan est lucide sur la performance du CSP. Il y a eu du mieux au Portel. J'ai envie de commencer par le positif. Au niveau des attitudes, il y a eu du mieux pendant, comme l'a dit le coach, 25-28 minutes. Mais malheureusement, c'est les dernières. Après, c'est pas possible, on le sait, notamment dans une salle comme le Portel, qui est plutôt chaude, même si c'était pas un coupe-gorge, loin de là, samedi. Tu peux pas commencer le match en encaissant 28 points dès le premier quart-temps. C'est se tirer une balle dans le pied. Alors après, certes, les Limougeaux sont revenus. Ils ont montré davantage d'envie, mais quelque part ils ont perdu, ils ont laissé de la gomme pour revenir dans cette rencontre. Et encore une fois, on ne peut que pointer du doigt la défense du CSP. Sur les 3 premières journées de championnat, ils encaissent en moyenne plus de 91 points. C'est beaucoup trop, notamment pour gagner à l'extérieur. Kevin, la défense, là, c'est encore le talon d'Achille de cette équipe de Limoges, dans ce début de saison en tout cas, et on l'a vu sur les 3 premiers matchs. Hein. C'est récurrent en fait sur les premiers cartons, le nombre de points encaissés, là 28 points encaissés par le CSP, c'est quand même énorme. Après, est-ce que c'est une question tactique, de volonté, d'envie? En fait, c'est la question qu'on a envie de poser à Jonathan. À quoi vous attribuez ces errements défensifs du CSP qui encaisse, comme a dit Mathieu, 91 points par match, qui est énorme, quoi. C'est beaucoup trop et c'est juste impossible de jouer au basket de cette façon-là. À moins qu'on assume une identité où on se dit on essaie de marquer plus de points que l'adversaire, mais c'est pas l'identité que le coach veut et c'est pas sa façon de faire, donc ça sera pas ça. Donc il faut se reprendre par rapport à ça, et je pense vraiment que c'est pas une question tactique. On l'entend souvent et ça c'est la vérité. C'est vraiment une question de cœur. Voilà, la défense c'est du duel. Voilà. Donc après, oui, il y a des règles défensives. Oui, on n'est pas parfait là-dessus parce que des fois, on peut se tromper. Mais ça ne te coûte pas 90 points dans un match des règles défensives. Ça te coûte, 10 points. Voilà. Qu'est-ce qui manque là avant? Est-ce que c'est à l'échauffement qu'il faut changer des choses? Non, je pense que c'est l'état d'esprit. Je pense que c'est l'état d'esprit. Voilà, on le sait, on a une belle équipe. On a une belle équipe peut-être d'attaquants. Donc souvent, les attaquants, ça aime le ballon et ça aime peut-être un peu moins... ça aime peut-être un peu moins se faire mal aux jambes, et c'est naturel. Voilà. Donc faut qu'on force tous un petit peu notre nature. Voilà. Je pense que c'est vraiment ça. Tous donner un peu plus. On ne sera jamais tous des stoppeurs défensifs, mais si chacun fait un peu plus, si chacun fait l'effort, je pense qu'on peut au moins encaisser une vingtaine de points de moins, si chacun prend conscience. Donc voilà, ça, franchement, ça ne tient pas à grand-chose. Le chantier paraît énorme, mais vu que c'est de la volonté individuelle, 2-3 efforts en plus, et je pense que le fait de bien démarrer les matchs en défense, ça va nous mettre sur de bons rails et ça va nous sécuriser. On a besoin de faire un bon carton défensif sur un début de match pour après enchaîner. Parce que là, le déclic selon toi, parce que c'est juste une question de déclic finalement peut-être? Oui, après le truc c'est qu'on se l'est prouvé pendant les matchs de pré-saison qu'on était capable de bien défendre. J'ai en souvenir la performance à Levallois. On fait un gros match défensif contre une belle équipe, donc on est capable de le faire, c'est même pas question de ça. Mais souvent on aime bien se rassurer par l'attaque.
Voilà. Et ça, c'est une question de caractère. Donc, faut qu'on se force tous, chacun, parce qu'on est tous fautifs, du premier au dernier, à savoir se rassurer par la défense et rassurer l'équipe par la défense. Quitte à peut-être des fois être un peu moins frais pour être en attaque, mais c'est pas très grave. Enfin voilà, les victoires et bien démarrer notre saison, ça passe par là, à mon avis. Dans les points négatifs, Mathieu, il y a aussi le Money Time, qui a moins d'une minute, à 1 minute de la fin, Limoges CSP toujours dans le match, et le Money Time n'est pas loin de la catastrophe. Ah bah, on n'est pas loin de la catastrophe, on y est dans la catastrophe dans le Money Time, parce que pendant toute la deuxième période, on se dit que le CSP peut prendre ce match au Portel. Hein. En termes de talent, bon, on le sait tous, hein, Limoges, a priori, ils ne prennent pas un joueur du Portel dans leur équipe cette année, individuellement. Donc Limoges a réussi à revenir dans le match, a les ballons pour gagner le match. Ça aurait même pas été un hold-up au regard de la deuxième période. Et puis bon, c'est toujours délicat d'incriminer un seul joueur, mais c'est vrai que la gestion du Money Time de London Perrantes, elle est catastrophique. Il perd au moins 3 ballons, il fait des mauvais choix, il est passé totalement au travers de sa fin de match. Alors encore une fois, et Jonathan l'a dit au Portel, c'est dur de mettre la faute sur un seul homme parce que le CSP il perd le match bien avant, il perd le match, on en a parlé, en première période, en ne défendant pas, il se met tout seul dans cette situation de devoir gérer une fin de match au couteau au Portel, mais après c'est vrai qu'individuellement, compliqué de ne pas parler de London Perrantes sur la fin de match. C'est compliqué de suivre une fin de match comme ça sur le banc, Jonathan? Une fin de match, ça reste forcément compliqué que tu sois sur le terrain ou sur le banc. Et je dirais même plus que c'est plus compliqué de la suivre sur le terrain parce que là, quand tu es sur le terrain, tu es acteur. Et là, tu parlais de London. Enfin voilà, c'est pas évident de gérer une fin de match à l'extérieur dans une salle comme ça. Je pense que c'est un truc qui s'apprend. Et je pense que ça va lui servir, ça va nous servir en tant qu'équipe. Parce qu'encore une fois, et c'est pas un discours de façade, je me refuse à incriminer qu'un seul mec. Parce qu'après c'est le meneur de jeu, donc il a la balle, donc ça se voit plus. Mais à mon avis, s'il a la balle et qu'il reste 5 secondes sur la possession, c'est que le boulot n'a pas été fait des autres joueurs avant. Donc voilà, il peut être amené à prendre des risques en fin de possession, mais donc c'est lui où ça se voit parce que ça passe pas. Mais c'est que l'attaque a bafouillé avant. Donc voilà, c'est un truc vraiment collectif et c'est vraiment pas de la langue de bois. Donc voilà, on ne peut pas incriminer qu'un seul mec. Forcément, le mec qui fait l'action, c'est ce qui se voit le plus. Mais il y a autre chose derrière ça. Donc oui, pour répondre à la question, c'est forcément frustrant sur le banc ou sur le terrain. Mais on veut tous que ça se passe mieux dans un Money Time. Mais encore une fois, ouais, le Money Time, on ne doit pas le jouer là-bas. On ne veut pas le jouer là-bas. On doit se mettre à l'abri bien avant. Autre fait marquant de ce match, alors on reviendra sur les raisons de ça, c'est les 6 minutes de temps de jeu de Samardo Samuels. Compte tenu du joueur que c'est sur le terrain, sportivement, c'est forcément un handicap, Kevin. En fait, si on analyse bien, le CSP a joué sans ses 2 intérieurs américains. Malik s'était blessé et Samardo Samuels a joué que 6 minutes. Donc si on veut vraiment être optimiste, on peut se dire que le CSP aurait pu prendre ce match sans ses 2 intérieurs américains. Mais oui, indéniablement, moi j'étais pas au match, mais indéniablement, un joueur comme Samardo Samuels, quand on sait son impact dans la raquette, sa puissance, il a manqué au CSP et peut-être qu'avec lui, les choses auraient été différentes. Sûrement même. Jonathan, qu'est-ce que tu en penses ? Forcément, on va pas dire le contraire. Samardo, c'est un mec qui fait des différences, c'est un joueur important pour nous. Donc forcément que sur ce match-là, peut-être que les choses auraient été différentes dans le positif comme dans le négatif. On n'en sait rien et on le saura jamais. Ce qui est sûr, et c'est un fait, c'est qu'on a joué sans nos 2 intérieurs américains et sans 2 intérieurs importants pour nous. Donc après, voilà, il s'est passé des choses, l'un pour blessure, l'autre pour d'autres raisons. C'était une donnée du match. Je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti et on a une équipe qui est faite d'une certaine manière où on peut faire face à des problèmes, à des fautes, à des blessures. Donc voilà, l'équipe est assez complète pour faire face à ça. On l'a prouvé, donc voilà, c'est la manière positive de voir le truc, c'est qu'on a su compenser les absences. Autre point positif, Mathieu, c'est Axel Bouteille qui fait un gros match d'attaque. Ouais, Axel Bouteille, depuis le début de la saison, il est vraiment très très bon. À Antibes, d'abord, ça avait été le meilleur Limougeot. Ils avaient maintenu dans le match. Il est en pleine réussite, il est agressif, il rate quasiment rien. Contre Gravelines, un match un peu plus compliqué, pas un gros temps de jeu, pourtant une efficacité plutôt correcte. Et là, au Portel, vraiment c'est lui qui a porté les Limougeaux en attaque, toujours avec le joueur qu'on connaît, le joueur qu'on aime bien. Pas le meilleur défenseur du monde, lui non plus, mais par contre, super attaquant. Et quand il est en réussite comme ça, il est presque injouable.
du moins en championnat de France. Vraiment un gros match de sa part et un super début de saison plus globalement de sa part. On approche déjà de la fin de ce premier quart-temps. Jonathan, on est inquiet ou pas là pour les Limoges CSP? 2 défaites, 1 victoire, c'est trop tôt quand même. 3 matchs. Ouais. 3 matchs. Non, sérieusement, sans vouloir. Je sais, mais Limoges ou pas, ça fait 3 matchs. Donc, équipe renouvelée, c'est pas. Voilà, encore une fois, je vous sers pas un discours, mais équipe renouvelée, faut nous laisser un peu le temps. Franchement, 3 matchs, 2 à l'extérieur. On sait que Limoges n'a pas été la meilleure équipe à l'extérieur l'année dernière, il me semble. Donc voilà, ça va aller, vraiment. Faut qu'on se règle, faut qu'on se connaisse, faut qu'on se trouve. On a eu des absents pendant la pré-saison, c'est une donnée aussi. Donc ça va aller, vraiment. 3 matchs, faites-nous confiance. Bon, alors on y croit. Merci messieurs, merci Jonathan. C'est la fin de ce premier quart-temps. De retour avec ce CSP Time et notre invité Jonathan Roussel. On va un petit peu parler ensemble, Jonathan. Alors on commence toujours traditionnellement par une petite interview, une petite bio express. On va commencer tout de suite. Date et lieu de naissance. Alors si je me souviens bien, je suis né le 7 février 90 à Seclin, dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans le Nord-Pas-de-Calais. La taille? 1m88. Le poids? 80 kilos, on va arrondir. Tout mouillé. Tout mouillé, c'est ça. Tout mouillé. Club formateur? BCM, Gravelines. Début en pro, en quelle année? J'avais 18 ans, donc voilà, il y a 10 ans. Donc voilà, à 18 ans. Palmarès international, national, des distinctions? Une semaine des As à l'époque avec Gravelines. J'étais tout jeune, mais j'y ai participé, donc je la compte. Un championnat d'Europe U20 avec l'équipe de France, une médaille d'or. Ouais, c'est un super souvenir. Et après des distinctions individuelles, enfin voilà, des nominations pour meilleur joueur de Pro B, etc. à l'époque de Boulogne-sur-Mer. Donc voilà, rien de bien ronflant comme palmarès. Il y en a, ils n'en ont pas du tout. Hein. International, il a oublié de préciser. Oui, on y reviendra, oui, international. Récemment. Ton geste préféré de basketteur? Allez, le tir à 3 points. Ouais. Même pour un meneur? Ouais. Il a mis des gros en plus au portel, là, il a mis des sympas. Tu as signé à Limoges après 4 ans passés à Cholet. Quand Limoges, on est contacté par un club comme Limoges, est-ce que c'est une reconnaissance ou est-ce que ça ne se refuse pas? C'est un peu les deux. C'est vraiment le genre de projet que je recherchais, vraiment. Et le fait que ce soit Limoges, ça ne se refuse pas. Voilà, chercher une grosse équipe. Mais quand tu es une grosse équipe qui s'appelle Limoges, tu réfléchis pas quand tu connais tes classiques. C'était le plan parfait, vraiment. Il était temps de quitter Cholet, là. Tu es arrivé à une fin de cycle. Oui, il y a une fin de cycle. Par rapport à un club en difficulté quand même. Oui, aussi, c'est ça. C'est Cholet, j'y ai appris énormément. Je suis arrivé, j'étais pas du tout un joueur accompli de Pro A. Et je pense qu'après 4 ans là-bas, je pouvais quand même affirmer que j'avais fait quelques bonnes choses. Donc je me sentais vraiment beaucoup mieux dans ce championnat. Donc je sentais que j'avais envie de passer à autre chose, de passer un cap, surtout au niveau des résultats collectifs, parce que ma vie à Cholet était parfaite. Mais vraiment au niveau des résultats collectifs et au niveau des ambitions que je pouvais avoir dans une saison, des ambitions de titre. Donc voilà, c'était vraiment par rapport à ça que j'avais une envie de départ. Et un club comme Limoges, voilà, on sait que ça joue le titre, ça joue les titres tous les ans, donc le projet s'est imposé de lui-même. Par rapport à ton évolution de joueur, de professionnel, tu arrives à 28 ans, c'est le bon moment là pour arriver dans un très gros club ou est-ce qu'on peut parler peut-être d'éclosion un peu tardive? Comment tu vois ça? Je me suis jamais vraiment posé la question parce qu'en fait j'essaie de vivre les choses dans le présent sans trop me projeter en me disant putain t'es en retard sur le planning. Enfin voilà, j'ai pas de plan de carrière, j'essaie de faire du mieux possible avec ce que j'ai sur le moment présent. Donc voilà, il m'a fallu 4 ans à Cholet pour vraiment être accompli. Peut-être que d'autres l'auraient fait en 2. Voilà, moi je l'ai fait en 4. Il a fallu que je passe par la case Pro B. Peut-être que d'autres n'ont pas eu à le faire. Moi ça m'a fait un bien fou. Donc voilà. Au niveau de la confiance, je suis sorti, j'étais jeune pro à Gravelines, mais je pense pas que j'étais forcément prêt pour assumer des choses en Pro A. Et je suis arrivé en Pro B, j'ai appris le métier, j'ai été confronté à des responsabilités, à des difficultés, et j'ai été sur le terrain surtout. Voilà, j'étais sur le terrain entre 20 et 30 minutes par match à 20 ans, donc ça, je pouvais pas demander mieux.
dans un contexte hyper favorable. Donc voilà, c'était à refaire. J'aurais le même parcours. Et je pense que 28 ans pour arriver dans un club comme ça, c'est bien parce que je pense avoir le bagage et être assez accompli pour affronter les difficultés qu'il y aura ici. Alors, tu as parlé de contexte hyper favorable à Boulogne notamment. Le contexte Limougeot, on en parle beaucoup. On sait qu'il est un peu plus pesant qu'ailleurs. On parle du Marseille du basket. C'est parfois sans doute exagéré. Est-ce que ça t'a fait réfléchir avant de signer ? Moi, le contexte Limoges, je le trouve favorable, très honnêtement. Tu as une salle qui te pousse à te transcender. Tu as un public de connaisseurs, tu as une ville de basket. Tu n'as pas trop de boîtes de nuit. Enfin, voilà, tout est parfait. Tout est parfait. Non, mais vraiment, enfin, je vois pas en quoi c'est pesant. Donc oui, peut-être finalement. Bien sûr, ouais. Mais c'est entre guillemets, si je peux me permettre, c'est kiffant, quoi. Enfin, tu as envie de vivre ça. Tu vis des émotions. Tu fais ce métier-là pour vivre des émotions. Moi, peut-être dans une dizaine d'années, ma carrière de basketteur sera derrière et j'aurai vécu des émotions que je vivrai plus ici. Donc voilà, c'est ce que je recherche. Et je pense qu'on est beaucoup de basketteurs dans ce cas-là. Donc voilà, on recherche à vivre des choses. Je pense qu'ici, j'en vivrai, des bonnes comme des mauvaises, mais je vais vivre des choses. Et je pense que le contexte, ça se passera très bien. C'est vraiment un club où on a envie d'être, Limoges, où on a envie de signer ? Pour mon cas, oui. Après, peut-être que d'autres n'ont pas envie. Peut-être qu'ils préfèrent les villes, les plus grandes villes, j'en sais rien. Mais en termes de club, en termes d'organisation de club, en termes d'objectifs, en termes de compétitivité, je vois pas ce que Limoges a envie à d'autres. Tu passes d'un club historique, un vrai bastion du basket, Cholet, on l'a dit, un petit peu dans une dynamique difficile, à un club comme Limoges, qui est plutôt dans une dynamique contraire. Il y a beaucoup de différences, tu as vu beaucoup de différences entre les deux clubs, dans le staff, dans l'organisation, dans les structures. Les deux clubs sont très bien organisés parce que, comme vous le disiez, c'est deux bastions du basket français, donc forcément, ils savent de quoi ils parlent, ils sont là depuis longtemps. Donc l'organisation du club est très bien, les personnes sont en bonne place. Donc par rapport à ça, c'est pas tant ça qui change, mais oui, le staff à Limoges est beaucoup plus étoffé. On a un assistant de plus, on a un préparateur physique à temps plein, on a 2 kinés. Enfin voilà, entre guillemets, la proposition de service et va en fonction de la qualité du club. Donc voilà, il y a une plus grosse proposition de service. Mais en tout cas, tu es mis dans les meilleures dispositions pour ne penser qu'au basket, dans les deux clubs. Deux villes aussi, Limoges-Cholet. Cholet, c'est quand même plus petit que Limoges. Est-ce que tu es arrivé dans une grande ville ? Tu as l'impression d'arriver dans une grande ville ou comment tu vois ça ? C'est une mégalopole pour moi, là. Non. Moi et ma famille, on n'aime pas les très très grandes villes, donc on est très bien ici. On est très tranquille, on n'aime pas trop sortir. Donc voilà, on fait les petites balades, il y a les belles balades avec le chien, donc tout se passe très bien. La ville est parfaite, elle est à taille humaine pour nous, il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est parfait. Parlons de ta carrière. L'équipe de France, c'est aussi quelque chose qui est venu peut-être un peu sur le tard, sauf chez les jeunes, puisque tu l'as dit, champion d'Europe U20. Enfiler ce maillot de l'équipe de France, ça a été... comment tu l'as pris ? Un accomplissement, un aboutissement ou juste le début d'une aventure ? Au début, c'était une grosse surprise parce que je ne m'y attendais pas forcément. Après, on ne va pas se cacher, c'est grâce au Fenêtre International que j'ai eu l'opportunité d'y aller. Peut-être que dans un autre contexte, certainement, je ne l'aurais jamais porté parce que voilà, c'était vraiment les top joueurs NBA Euroleague qui portaient ce maillot-là l'été. Là, ces fenêtres m'ont permis de le faire. Donc voilà, très surpris, très honoré. Et après, quand tu y vas, tu y prends goût en fait. Donc tu as envie d'y retourner. Et au final, tu n'y penses pas vraiment et c'est en fonction de tes performances en club. Donc en fait, tu essaies de faire le maximum avec ton club. Et après, c'est la petite cerise qui vient se rajouter, c'est le bonus. Donc c'est la petite récompense. Donc au fil du temps, ça devient presque un objectif d'être performant avec ton club pour être amené à être récompensé derrière. Oui, il va y avoir d'autres fenêtres internationales. De toute façon, on le sait, les joueurs NBA, on ne les verra pas. Les joueurs d'Euroleague, peut-être pas non plus. Il y a une vraie place à prendre. Et quelque part, tu l'as peut-être déjà prise, non ? Tu te dis pas ça ? Franchement, je pense pas parce que c'est vraiment fluctuant. Ça dépend vraiment des performances de chacun en club. Ça dépend vraiment de tes performances aux entraînements, pendant le regroupement. Donc ça dépend de beaucoup de choses. La preuve, la dernière fois où j'y suis allé,
Là récemment, j'étais pas forcément prévu pour rester avec le groupe et ça s'est bien passé et du coup, je suis resté. Donc voilà. Et j'ai joué, ça s'est bien passé, on a gagné, donc c'était super et ça peut devenir. Tu peux être tout en haut ou tout en bas en 2 mois de temps. Donc faut rien prendre pour acquis en équipe de France. Faut toujours être sur le qui-vive et prendre ce qu'il y a à prendre et surtout être le meilleur des soldats parce qu'il n'y a rien de personnel à revendiquer. Tu es là pour l'équipe. Et tu es là pour que ça se passe le mieux possible. L'équipe de France est à 7 victoires, 1 défaite pour la qualif pour la Coupe du Monde. Et c'est le plus important. Et peu importe les joueurs qui l'auront qualifié, voilà, même si c'est une équipe F, c'est une équipe F qui aura qualifié l'équipe de France. Donc c'est bien là le plus important, je pense. Et qu'est-ce qu'on apprend en équipe de France de différent de ce qu'on apprend en club? Tu joues avec Nando De Colo, avec Nico Batum, avec des mecs qui ont une carrière, qui voient le basket un temps en avance. Et voilà, tu dois être bon dans un laps de temps très réduit, donc c'est enrichissant aussi de faire 2 entraînements et de devoir jouer un match à pression et être bon. T'as pas le temps de préparer tranquillement ton petit match pendant la semaine comme tu es en club, donc t'es mis dans un contexte où c'est différent et ça t'enrichit, voilà, tout simplement. Donc tu deviens meilleur en tant que joueur et tu prends de l'expérience et t'apprends à appréhender les choses de manière différente que ce que tu as l'habitude de connaître. Donc le mot c'est enrichissant, vraiment. Tu l'as dit, tu n'as pas de plan de carrière, mais tu te vois jouer jusqu'à quel âge? Le plus longtemps possible. Je ne pense pas être le mec qui ait les qualités athlétiques les plus folles du monde. Donc j'espère que mon corps tiendra. Et puis l'amour du basket, je l'aurai toujours. Et je pense que même l'après-basket sera dans le basket. Donc voilà, le plus longtemps possible. Tu as déjà commencé à préparer une reconversion, entraîneur, c'est quelque chose qui te tente? Peut-être. Entraîneur professionnel, peut-être pas, parce que je pense que nous, les pros, on peut être un peu casse-pied de temps en temps. On dit ça au début, et puis après Ouais, mais non, mais avoir des mecs qui n'ont pas envie de s'entraîner à 10h le matin parce qu'il est trop tôt, ça peut m'énerver. Donc voilà, je pense que plus m'orienter vers les jeunes. Mais après, voilà, je dis ça, j'ai 28 ans, ça se trouve, dans 10 ans, je dirai autre chose. Donc à voir, on vivra dans le présent. Peut-être entraîneur de Limoges CSP. Pourquoi pas? Qui sait? C'est la fin de ce deuxième quart-temps. Le troisième quart-temps qui est celui du débat, un débat que nous allons mener avec Mathieu Marot, le spécialiste du basket au Populaire du Centre, et Pascal Ratino, le rédacteur en chef du Populaire du Centre. Merci Pascal d'être parmi nous. Merci de m'avoir invité. Voilà, donc ce débat va porter sur le cas Samardo Samuels, qui a beaucoup fait parler de lui lors du match au Portel. Il y a eu un clash avec son entraîneur, et dans la foulée, l'entraîneur, Kyle Milling, a décidé de porter sur la place publique l'histoire de ce clash. Alors Mathieu, qu'est-ce qu'il faut penser à la fois du clash et de la communication de Kyle Milling? Il y a plusieurs choses. D'abord, comme tu l'as dit, le premier temps, c'est le clash en lui-même. Clash que Kyle Milling nous a expliqué après, ce qui se passe, ses premiers temps morts. Le CSP a pris l'eau au Portel, il est à la 6e minute, il se retrouve à 10 points, temps mort de Kyle Milling. Kyle Milling dit à son joueur, à Samardo Samuels, de défendre un peu. Là, Samardo Samuels l'invite à aller se faire... Voilà, je vous laisse deviner la suite. Du coup, on le revoit plus sur le terrain. Donc forcément, c'est des choses qu'on ne peut pas cautionner, que ce soit nous, que ce soit le coach. Aucun coach n'aime se faire insulter. Donc voilà, là-dessus, l'attitude de Samardo Samuels, qui s'en est excusé d'ailleurs juste après, est évidemment condamnable. Après, il y a un deuxième temps, c'est la communication de Kyle Milling. Pourquoi il agit de la sorte? Et ça, c'est une autre question qu'on va évoquer, j'imagine, tout de suite. Oui, d'habitude, ce genre d'histoire, ça reste dans le vestiaire, Pascal. Oui, d'ordinaire, ça reste dans le vestiaire. Après, moi, je rejoins ce que dit Mathieu, c'est pas acceptable. Un coach, quel que soit le coach, quelles que soient les ambiances qu'il peut y avoir dans un groupe, ne peut pas supporter qu'un joueur lui profère ce type de propos à la face. Ça doit rester dans le vestiaire. Alors, est-ce que c'est la première fois? Pas la première fois. Est-ce que les deux hommes s'apprécient ou pas? Enfin, on n'est pas au cœur de tout ça pour suffisamment juger. Effectivement, beaucoup de ces choses-là dans le monde du sport se règlent le linge sale en famille, comme on dit. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas et ça pose d'autres questions. Oui, mais alors, on se souvient qu'en 2014, il y avait eu des clashs aussi entre Jean-Marc Dupraz et ses joueurs. Des clashs qu'on avait vus en direct à la télé. Oui.
Donc, quelque part, on avait été témoin, alors que là, ça n'a pas été le cas. Et pourtant, ça n'avait pas été plus loin non plus, alors qu'on en avait été témoin. Non, mais clairement, en 2014, on le voit, même à la fin, en play-off, il y a J.K. Edwards qui insulte Jean-Marc Dupraz. Cette année-là, je pense que si le Limoges CSP avait dû suspendre et se priver de tous les joueurs qui avaient laissé échapper quelques insultes pendant la saison, il finissait avec ses espoirs. Donc ça s'est pas su, tout ne s'est pas su. Effectivement, on a su pendant les play-offs J.K. Edwards, mais là, le CSP avait agi en groupe uni, était passé outre parce qu'il y avait les play-offs et qu'il y avait un titre à aller chercher. Là, c'est un peu différent. C'est vrai que Kyle Milling, directement à la conférence de presse, a fait le choix de divulguer les propos de Samardo Samuels. Kyle Milling, il aurait très bien pu dire bon, ben, Samardo, il avait une pointe à une cuisse, ça reste entre le joueur et le coach. Franchement, avec mon confrère Jérôme, on n'avait pas vu, on n'a pas assisté à l'insulte, on n'avait pas attendu, on n'avait pas compris. C'est qu'après. Donc après, si Kyle Milling fait ce choix-là de porter sur la place publique l'insulte de Samardo Samuels, à mon avis, c'est qu'il y a une raison. Et la raison, ça c'est peut-être de l'interprétation, mais c'est vrai que Kyle Milling n'a jamais été fan de Samardo Samuels. Dès le départ, il ne voulait pas de Samardo Samuels dans son équipe. Ça, c'est une assurance, il a quand même eu. Visiblement, ça ne se passe pas très bien entre les deux hommes. Donc c'est une façon, de quelque part, de vouloir le mettre dehors. Si le scénario est tel que le décrit Mathieu à l'instant, effectivement, ça ressemble à une volonté de porter ça sur la place publique pour régler le problème Samardo Samuels. Et d'une manière générale, c'est plutôt pas mal réussi de la part de Kyle Milling. Moi, j'ai du mal à y croire, même si c'est sans doute vrai. C'est se tirer des balles dans le pied pour rien quand même. On démarre une saison avec un joueur un peu imposé par qui, je sais pas, le public qui a beaucoup demandé, la CSP Nation, comme le club le répète souvent. Enfin, c'est pas le public qui fait les choix de tel et tel joueur à une intersaison. C'est pas lui qui signe les contrats. Si Milling avait fortement dit qu'il ne voulait pas de Samardo Samuels pour X raisons, et sans doute par son comportement, peut-être qu'on aurait dû écouter Kyle Milling avant de re-signer Samardo Samuels et d'arriver au bout de 3 journées de championnat à une situation quasi de crise, compte tenu des résultats en plus, et compte tenu de ce qu'apportait Samardo Samuels sur le terrain, parce que certes qu'il ne défende pas, il n'est pas le seul, hein, depuis le début de la saison, il n'y a pas que lui, personne ne défend. Mais il avait un capital point et un capital rebond très important qu'on ne va pas retrouver tout de suite. Donc on s'enfonce dans une crise pour quelque chose qui aurait pu être réglé bien en amont. Je trouve ça assez hallucinant quelque part. Le problème, Pascal l'a évoqué, c'est quand même la valeur du joueur. On sait que c'est un joueur qui est amené à dominer la JP Elite. Et là, au bout de 3 journées, on dit salut, au revoir. Ah mais c'est clairement se tirer une balle dans le pied. Depuis le début de la saison, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et à Limoges on aime plutôt, Samardo Samuels, il est quasiment irréprochable, du moins en attaque. C'est vrai qu'en défense, il ne défend pas trop. Comme l'a dit Pascal, oui, c'est un joueur NBA. C'est un joueur NBA. Ouais. Donc, seulement 29 ans. Donc on a l'impression qu'on n'a pas vraiment cherché d'issue. Alors pour le moment, il est toujours limougeau, hein. Il est juste suspendu. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment une issue qui a été cherchée entre les deux hommes. On a l'impression que ça vient un peu vite. Après, je ne veux pas dire que c'était prémédité, j'en sais rien. Mais c'est vrai que le samedi soir, Samardo Samuels, il insulte son coach au Portel. Le lundi, il est suspendu. Le mardi, il y a un nouveau joueur qui arrive, un poste 4, où on se dit, bah, tiens, ça va peut-être rééquilibrer l'effectif du CSP, où il y avait 3 postes 5 avec Samardo Samuels pour un seul poste 4. Isaiah Miles, qui plus est blessé. Donc c'est vrai que la vie est bien faite à Limoges finalement, si on regarde la situation comme ça. Alors, on rééquilibre l'équipe avec l'arrivée de Damien Inglis, tu l'as dit Mathieu, mais on perd quand même le joueur majeur de la raquette. Ah mais clairement, si on le perd. Est-ce qu'on renforce l'équipe, on la rééquilibre, est-ce qu'on la renforce ? Je sais pas, moi je connais pas suffisamment ce que peut amener Damien Inglis. On me dit que c'est vraiment un bon joueur, hein. Lui aussi est passé par la NBA. Pour autant, je pense pas qu'il ait le volume et l'expérience qu'a un Samardo Samuels. Le fait que ça faisait également presque 1 an qu'il était dans l'effectif, si on compte ce début de saison et la partie qu'il a jouée la saison dernière.
Non, je pense qu'effectivement, on ne se renforce pas à un moment où l'équipe a du mal. Alors après, tout ça n'excuse pas le départ. Samuels, on le savait, joueur à problème. Il s'avère que voilà, il y a problème. Peut-être, moi je le redis, peut-être qu'il fallait s'en rendre compte avant et pas prendre ce risque-là au moment où on était en train de construire une équipe qui est quand même plutôt faite pour jouer plutôt les premiers rôles. Et ce début de crise, alors que l'automne commence juste, est quand même bien embêtante. Est-ce qu'on a sous-estimé la personnalité de Samardo Samuels? On l'a eu on l'a eu pendant 3 mois et demi, 4 mois. Ça s'est super bien passé, sympa avec tout le monde. Et là, bing, au bout de 3 journées, paf, on est en train de se rendre compte que le joueur qui est arrivé l'année dernière, sur lequel on avait mis des doutes, puisqu'on savait que ses dernières expériences ne s'étaient pas forcément bien passées. Est-ce qu'on a mésestimé sa personnalité? Est-ce que tu crois vraiment que si Kyle Manning, pendant tout l'été, il a refusé Samardo Samuels, c'est que justement il avait sous-estimé sa personnalité? Moi, je pense pas. Kyle Manning, sans doute pas, mais le club. Et le club, peut-être qu'après, c'était un joli coup pour les supporters. Tout le monde adore Samardo Samuels. Et c'est un super joueur. Moi, le premier, j'adore Samardo Samuels. Je le trouve très sympa. Après, je ne fais pas les entraînements avec lui. Je ne sais pas comment il travaille. Mais on savait que Samardo Samuels était un joueur potentiellement qui peut poser quelques problèmes. Après, des joueurs comme ça, on aime ou on n'aime pas. Mais s'il posait aucun problème, Samardo Samuels, clairement, il ne serait pas à Limoges aujourd'hui. Il serait toujours en Euroleague. Et voilà, donc on accepte. Aujourd'hui, la vérité, c'est qu'on se tire une balle dans le pied parce que Samardo Samuels, quoi qu'on en dise, ça reste un super joueur. À travers les divers commentaires qui peuvent être faits sur les réseaux sociaux ou autres, j'ai lu une comparaison, celle de Mario Balotelli, joueur également à problème, où ça n'a pas fonctionné dans la plupart des grands clubs, à Milan, à City et autres. À Nice, ça se passe pas trop mal. Donc il y a des joueurs à fort problème, ou potentiel problème, que l'on arrive à gérer. Peut-être que Samardo Samuels, on pourrait le gérer comme un joueur différent. Alors certes, dans un collectif, ça fait un peu bizarre. J'imagine qu'à Nice, on ne gère pas Cardinal et Cyprien comme on gère Balotelli. N'empêche que Balotelli, ça fait 2 saisons qu'il est, il apporte énormément à l'OGC Nice. Il est là, enfin il fait ce qu'on lui demande, il met des buts. Et Samardo Samuels, il mettait des points, il prenait des rebonds. Alors peut-être que par moment et par séquence, il défend moins. Et peut-être que Samardo Samuels, sur toute une saison, il pourrait nous apporter. C'était un risque calculé, c'était le risque de Olivier Bourguin. C'est lui qui décide de re-signer Samardo Samuels. Ce risque-là, il l'avait pris et il fallait peut-être le prendre. Il avait raison dans une gestion différente d'un autre joueur. On ne gère pas Samuels comme on gère Mame Jeité ou Ward. Et si on arrive à la fin de ce quart-temps, pour finir, Samardo Samuels, puisqu'il est toujours Limougeot aujourd'hui, on le garde ou on ne le garde pas? Moi je le garde, Samardo Samuels, ça me paraît très compliqué, mais moi je le garde 100 fois. Je ne connais pas les besoins de la masse salariale, enfin les difficultés de la masse salariale du Limoges CSP, puisque Inglis viendrait en plus, mais on ne va pas se priver d'avoir et Inglis et Samuels. On veut courir 2 tableaux, l'Eurocoupe, le championnat, on n'est jamais trop nombreux pour s'amuser. 4e quart-temps avec le retour sur le premier match d'Eurocup du Limoges CSP. C'était mercredi soir face au CD Vita Zagreb. On va revenir sur cette victoire 82-68. Première chose, premier enseignement, on va dire, de ce match, c'est qu'on a enfin vu une défense du Limoges CSP digne de ce nom. Mathieu? Oui, c'est sûr, on l'a critiqué depuis le début de la saison, cette défense du CSP. Elle est restée sur plus de 91 points encaissés en moyenne, en championnat. Donc là, effectivement, dès le premier quart-temps, ça s'est vu. Au niveau des attitudes, les Limougeaux étaient dedans, ils étaient dans le coup, malgré le problème de tape de marque qui a fait arrêter le match pendant 6-7 minutes. On a vu un bon Limoges CSP au niveau de la défense. Après, tout n'a pas été parfait, bien entendu, mais au niveau des attitudes, c'était impeccable. Après, j'ai envie de dire, l'équipe du CD Vita Zagreb, pour moi, elle m'a pas fait une grande impression en fait. On y reviendra peut-être plus tard, mais si on se contente de parler de la défense, oui, c'était beaucoup mieux mercredi soir. Ce qu'on a vu, Kevin, aussi, c'est une défense très haute. C'était pas forcément de la presse tout-terrain, mais il y avait quand même, pendant 40 minutes, de la défense très haute. C'est exactement ce que je voulais dire, c'est que tactiquement, ils ont changé leur défense sur la montée de balle adverse pour gêner la montée de balle adverse. On sait que Perrantes n'est pas un grand défenseur, et là, c'était pas une presse, mais il venait défendre très haut et ça a gêné la montée de balle et ça a masqué les lacunes de London Perrantes et ça a gêné la montée de balle de Zagreb.
donc des attitudes, de l'envie, voilà, tout ce qu'on attendait, et ça arrive là, donc c'est la preuve que cette défense n'était pas rédhibitoire. Rédhibitoire, après, on verra, on jugera après plusieurs matchs. Une chose est sûre, c'est sûr que la défense, au-delà de la tactique, ça commence par des volontés individuelles. Ça commence par vouloir stopper son adversaire direct. C'est des duels. Au niveau des attitudes, c'était impeccable. En même temps, heureusement, c'était quand même un premier match de Coupe d'Europe à Beaublanc, très attendu. On sait que le contexte était un peu chargé. Donc, le Limoges CSP n'avait pas vraiment le choix. Il venait de perdre au Portel, il avait perdu contre Gravelines. Tout était réuni quand même pour qu'il réagisse. L'adversaire, pour moi, s'y est prêté aussi, s'est prêté au jeu. Maintenant, on va voir contre Bourg-en-Bresse samedi si ça s'inscrit dans la durée, cette défense, ou bien si pour l'instant c'était un épiphénomène face à une équipe qui n'a pas fait grande impression. Voilà, on va parler de ce De Vita. Franchement, Mathieu l'a dit, il n'a pas fait grande impression. C'était faible quand même cet adversaire, hein, à part 2 Américains. Pour le reste, J'ai bien aimé Kops, et c'est tout. Et, James Bell aussi qui a fait un gros match. Alors, en fait, ils ont vite été mis au supplice. Ce qu'il faut noter, c'est la défense du CSP et c'est surtout le jeu rapide. Le Limoges CSP a couru, a mis d'intensité, a couru et Zagreb a pris comment dire, des vagues, voilà exactement. Merci Mathieu. Successives. En fait, Limoges a beaucoup joué en transition, en contre-attaque et a été porté par le duo français Howard et Bouteille, et Zagreb, ils ont tenu un quart-temps. Après, il y avait plus 11 à la fin du deuxième quart-temps et plus 14 à la fin. Ce qu'on a vu aussi, c'était un peu paradoxal. On avait l'impression que Limoges dominait vraiment ce match, mais ça ne s'est pas traduit tout de suite au score. L'écart ne s'est pas fait de façon aussi flagrante qu'on avait l'impression de voir cette domination. C'est vrai. Pendant un moment, le CSP avait 4-5 points d'avance, alors qu'on a l'impression que sur le terrain, il y avait vraiment une grande différence entre les deux. Après, ils ont réussi quand même à matérialiser leur domination avant de rentrer au vestiaire, où ils sont rentrés, je crois, avec plus 11. Mais c'est vrai que ça a mis un peu de temps. Après, Kevin a raison, le CSP a pu courir, mais si le CSP a pu courir pour une fois, c'est parce que il a défendu, d'abord parce qu'il a fait des stops défensifs, il a pu courir. Et pour revenir un peu sur cette équipe de Zagreb qui a vite été dépassée, on a vu une équipe qui jouait sur un tempo ultra enlevé. Elle est coachée par un Espagnol. Elle ressemblait plus à une équipe d'Espagne de moyen de tableau qu'à une équipe croate. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de run and gun, ça shootait, on n'avait pas l'impression qu'il y avait une grande réflexion avant les shoots, ça allait très vite. Enfin, ils ont fait les affaires du CSP. Après, il ne faut pas minimiser non plus la performance des hommes de Mining parce qu'ils ont fait leur match. Mais bon, maintenant, on va attendre de voir face à Bourg-en-Bresse s'ils arrivent à reproduire ce genre de performance. Voilà, il y a la défense qu'on a enfin vue, mais on ne peut pas parler tout de suite de match référence. Hein. Ne serait-ce que par tous les joueurs du CSP n'ont pas été au top. On a parlé de 2 Français qui ont été top, Howard et Bouteille. Moi, je m'interroge sur la prestation de Perrantes et Hardy qui n'ont pas été exceptionnels. Bouteille était vite sanctionné par les fautes. En fait, on a eu une équipe qui était bonne, mais individuellement, tout le monde n'a pas été à son maximum. Et du coup, c'est vraiment tôt pour parler d'un match référence, quoi. Kevin en a parlé, on a vu Howard et Bouteille qui ont survolé cette rencontre. Hein, depuis le début de la saison, voilà. En fait, les deux, ils survolent, ils surnagent dans les rangs du CSP. Axel Bouteille, il joue un peu plus de 20 minutes encore, il rate rien. C'est à l'image de son début de saison, depuis le match à Antibes, depuis la première journée, il est comme ça. Au Portel, le CSP est un peu passé au travers, pas tout le match, mais du moins au début. Mais lui a fait son match à titre individuel. William Howard, c'est pareil, on en parle un peu moins parce qu'il y a Axel Bouteille qui crève l'écran au niveau du scoring, qui rate rien, mais William Howard, il est excellent aussi à titre individuel depuis le début de l'année. Après, comme l'a dit Kevin à juste titre, il y a des Français, enfin pas que des Français, il y a des joueurs où on attend encore un peu plus. Et là, notamment, il a évoqué Jerry Boutsielé. C'est vrai qu'il a été très vite pénalisé par les fautes, mais maintenant qu'on se dirige vers un Limoges CSP sans Samardo Samuels à l'intérieur, on ne peut pas remettre les couteaux dans la plaie, mais Limoges va avoir besoin d'un Jerry Boutsielé qui apporte beaucoup plus que ça. Pareil pour Hardy. Hardy, c'est un joueur qui force pas le jeu, mais on en attend quand même plus, un gros CV, on attend encore plus. Responsabilité notamment, où là, on n'a pas encore l'impression qu'il est capable de prendre le match à son compte, ou en tout cas, il ne le montre pas. C'est exactement ça, on sait qu'il peut le faire, il l'a fait dans d'autres équipes, en Eurocup notamment, il a joué à Galatasaray, on sait que c'est un bon joueur, il a un bon CV, maintenant, il faut qu'il prenne davantage ses responsabilités, comme tu l'as dit, c'est ce qu'on attend d'un joueur comme ça, comme Kenny Hayes l'année dernière. Là, on a dit, Hardy, c'est encore plus fort que Kenny Hayes, maintenant, il faut le montrer. Encore vu. Faut le montrer.
Toujours au niveau individuel, on a vu Sekou Doumbouya beaucoup jouer au poste 4, au poste d'ailier fort et plutôt avec réussite. Je l'ai trouvé très intéressant. Le CSP n'avait pas d'intérieur de poste 4 de métier, en l'absence de Miles, n'avait pas Samardo Samuels. Et il a débuté avec Doumbouya en poste 4 et dans la volonté, dans l'envie, il a été très bon. Il a pris des rebonds, il a été plusieurs fois au contre. Sur les post-up, il a très bien défendu, j'ai trouvé. Donc moi, je l'ai trouvé très intéressant sur le poste 4. Peut-être même davantage que sur le poste 3 de ce qu'il nous avait montré en début de saison. En tout cas, il a le physique pour jouer là. Il a le physique. Sekou Doumbouya aujourd'hui, sa principale force, c'est le physique. Ça vole super haut quand même. Il va haut, il va vite, il est costaud, il a mis plein de contres. Physiquement, il est impressionnant. Maintenant, offensivement, ça reste très frustrant encore. Je ne sais pas pour top 3, top 5 de la prochaine draft, mais il va falloir qu'il progresse dans ce domaine. Alors, on peut pas le blâmer pour sa première saison à Limoges. Il est un petit catch shoot non, il est très. Et en plus, voilà, dans l'envie, il est impeccable. Il a une envie débordante, tout ce que vous voulez. Maintenant, offensivement, il va falloir qu'il progresse. Dans la sélection de ses shoots, il va falloir qu'il progresse. Techniquement, il va falloir qu'il progresse. Mais bon, c'est logique, il a 17 ans, Sekou Doumbouya, mais c'est sûr qu'il est intéressant pour le moment. Après, à voir avec Damien Inglis comment ça va se passer. Alors, Damien Inglis, c'est quand même la bonne surprise du soir. Il arrive le matin, il était à Paris, il arrive en voiture, il passe les examens médicaux et il fait un bon match alors qu'il n'a aucun repère. Kyle Milling, en conférence de presse, a dit que Damien Inglis avait changé avait changé le visage du CSP défensivement. Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais il a fait quand même une très bonne partie. Il a été très sobre. Il a apporté défensivement sur le poste 4. Il a amené du jeu rapide, notamment sur un rebond en lançant en contre-attaque William Howard. Il a été bon dans ses choix. Il n'a pas pris et moi je l'ai trouvé efficace, sobre et efficace. Mathieu ? Il a été, Kevin l'a dit, il a été très efficace sur ce match-là, Damien Inglis. Après, il n'avait pas non plus des super clients en face de lui, mais ce qu'il a fait en venant juste d'arriver à Limoges, franchement, c'est du tout bon. Mais bon, c'est pas vraiment une surprise non plus. C'est une surprise dans le sens où c'est son premier match, mais on sait que c'est un joueur qui est capable de faire ça. Il a 23 ans, la saison dernière, il a été très bon en fin de saison sous les couleurs de Strasbourg. Damien Inglis, c'est un super joueur et il va rééquilibrer cette équipe du CSP où on se dirigera vers 2 postes 5 et 2 poste 4, c'est le type de joueur qui manquait à cette équipe. Ça demande confirmation. On verra notamment contre Bourg-en-Bresse où là, il n'a pas trop d'entraînement et en face de lui, il y aura Zachary Peacock, le MVP en titre de la saison. Ce sera peut-être un peu plus compliqué. En tout cas, c'est forcément une bonne pioche pour le CSP, Damien Inglis, aujourd'hui. En parlant de lui, Kyle disait que ça pouvait être son deuxième meneur sur le terrain. Moi, je l'ai trouvé juste dans ses choix, à voir pour le reste de la saison. Peut-être avec ses relations, ça va être intéressant de voir la relation 4-5. On sait que Samardo risque de partir. On attend de voir la relation 4-5 avec Boutsielé et Jaïté à l'intérieur. Prochain match d'Eurocoupe, ça sera à Krasnodar. Ça va être une autre affaire là cette fois. Ça va pas être pareil. Ça va pas être pareil. L'année dernière, le CSP a joué les yeux dans les yeux avec Krasnodar pendant presque 40 minutes. C'était la première journée d'Eurocup à Beaublanc. Et c'était à Beaublanc. Et Joe Ragland avait fait la différence en fin de match, quasiment sur son seul talent. Mais le CSP avait fait une vraie belle prestation. Alors j'ai pu regarder, mais j'étais à Krasnodar là, pour le retour. Ça a été compliqué. Limoges n'avait pas été ridicule dans l'envie, mais c'était une équipe. Aujourd'hui, Krasnodar, c'est une équipe d'Euroleague. Ils ont été en finale l'année dernière de l'Eurocup. Cette année, ils font partie des grands favoris pour la victoire finale. Ils ont du Mustapha Fall, qu'on avait vu avec Chalon à l'intérieur. Ils ont McLean, que le CSP connaît bien, qui a joué à Berlin, qui est un excellent à l'intérieur également. Enfin, ils ont énormément de matos. Ça va être très compliqué chez eux. Bon courage au CSP. Ça sera un vrai test. Ce sera plus qu'un test. Ouais. Plus qu'un test. En tout cas, on verra Crash ça. Test. Voilà, crash test peut-être, on verra ça. Et on va commencer les tops et les flops, comme d'habitude, avec mes tops et mes flops. Mon flop, il est pour la communication du Limoges CSP qui n'a rien trouvé de mieux que de s'en prendre à son propre public, ce qui est absolument catastrophique. C'est un non-sens absolu. C'est se tirer une balle dans le pied. C'est vis-à-vis de supporters, sans le club ne serait rien. Il faut bien le dire. Aujourd'hui encore, je n'ai toujours pas compris cette sortie sur Twitter. Je m'interroge toujours sur le fait de savoir pourquoi on a pu faire ça. Je pense que je ne suis pas le seul à m'interroger. Le flop, il est fait. Mon top maintenant, il est pour Kyle Milling, qui au fond de lui, c'est légitime et c'est humain, n'a sans doute pas apprécié les sifflets qui l'ont accueilli lors de la présentation des équipes lors du match du CD Vita.
mais il a parfaitement réagi. Il a dit qu'il comprenait le public. C'est tout à son honneur. Il a fait ça avec du recul et de la sérénité et aussi beaucoup de diplomatie. Bravo à lui. Kevin, à toi. Je commence. En top, Axel Bouteille. On le connaît, on a beaucoup parlé de lui. C'est pas le plus grand défenseur de la Terre, mais là, depuis le début de la saison, il est chaud bouillant. J'ai fait ses stats. Si on accepte son match de Gravelines, il a 21 points de moyenne à 63%. En seulement 24 minutes. Et ce qui est impressionnant, c'est la confiance qu'il a en lui. Là, face à Zagreb, par exemple, il avait la main sur le museau et il a dégainé et ça a fait ficelle à chaque fois. Donc voilà, très bon début de saison pour lui. En flop, c'est London Perrontes qui, vous me direz qu'il a fait 9 passes décisives face à Zagreb et qu'il a des bonnes stats depuis le début de la saison, mais je l'ai regardé jouer là mercredi soir face à Zagreb. Défensivement, il pose aucune pression défensive sur la remontée de balle et sur le meneur. En fait, les meneurs adverses se régalent face à lui et je ne m'étais pas focalisé sur sa défense, mais c'est quand même assez effrayant. Écoute, mon flop, ce sera pour le prix des places face à Bourg-en-Bresse ce samedi soir. Ça peut paraître démago, mais enfin, on en arrive à des extrémités, j'ai l'impression. 40 € pour en travée basse pour aller voir Bourg-en-Bresse, sachant qu'il y a déjà eu un match de Coupe d'Europe cette semaine. 40 € en travée basse, 20 € tout en haut. Pour aller voir sans faire injure à Bourg-en-Bresse. Certains rigolent sur Twitter, par exemple l'Olympiakos de Bourg-en-Bresse, mais ça fait très cher. Enfin, si on y va en famille, je trouve que c'est excessif et c'est dommage. Il ne faut pas que le CSP se coupe d'une partie de ses supporters. Voilà. Sinon, mon top c'est pour Damien Inglis. Damien Inglis, dernière recrue du CSP. C'est une histoire un peu folle. Il a pris sa voiture mercredi matin, je crois, vers 7h du matin à Paris. Il a conduit jusqu'à Limoges. Il est arrivé un peu avant midi. Il a enchaîné tout de suite les tests physiques, respiratoires, cardio, tout ce que vous voulez. Et le soir, à 20h, il était sur le terrain pour affronter le CD Vitesse Zagreb. Et en plus, il a été bon. Il a fait livrer une bonne prestation défensivement et tout. Donc, top. On voudrait bien voir des arrivées en cours de saison tout le temps comme celle-ci, quoi. Parfait, merci messieurs. C'est la fin définitive de ce CSP Time numéro 19.